Les hommes offensent plus volontiers celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. Nicolas Machiavel. Ce qui trouble dans la solitude n'est pas l'absence des autres. C'est la rupture d'un mécanisme auquel tu participais sans le voir. Pendant longtemps, tes relations n'étaient pas basées sur ce que tu es, mais sur ce que les autres pouvaient anticiper chez toi. Tes réactions formaient un paysage stable. On savait comment te parler, jusqu'où aller, quand insister, quand s'excuser. Tu étais compréhensible. Puis quelque chose change. Tu ne réponds plus immédiatement. Tu n'expliques plus tes décisions. Tu refuses sans justification longue. Et soudain, certaines personnes deviennent froides ou lointaines. La lecture spontanée est morale. Ils ne t'aiment plus. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Ce qui disparaît n'est pas l'attachement, c'est la certitude. La majorité des relations humaines ne reposent pas sur l'affection, mais sur la prévisibilité. Les gens ne se sentent pas proches de ceux qu'ils aiment, ils se sentent proches de ceux qu'ils comprennent. Dès que tu deviens moins lisible, la relation ne devient pas hostile, elle devient instable. Et l'instabilité fatigue plus que l'indifférence. La solitude commence précisément ici, au moment où les autres ne savent plus comment interagir avec toi sans effort mental supplémentaire. Ils s'éloignent non parce que tu as changé de valeur, mais parce que tu as changé de structure. Tu passes d'un rôle social simple à une présence qui demande interprétation. Et la plupart des gens ne cherchent pas des relations vraies. Ils cherchent des interactions fluides. Les gens ne partent pas quand tu changes. Ils partent quand tu deviens imprévisible. On pense généralement que les gens s'éloignent lorsque tu évolues trop, comme si la croissance personnelle créait un écart insupportable. En réalité, ce n'est pas l'évolution qui éloigne, c'est l'impossibilité de prévoir ton comportement. Dans une relation ordinaire, chacun possède une carte mentale de l'autre. Cette carte n'est pas précise, mais suffisante. Elle permet d'anticiper les réactions. On sait ce qui va te vexer, ce que tu accepteras, combien de temps tu mettras à pardonner. Grâce à cette carte, l'autre ajuste son comportement sans réfléchir. Lorsque tu modifies tes réponses, la carte devient fausse. Tu ne te vexes plus aux mêmes endroits. Tu ne pardonnes plus pour les mêmes raisons. Tu refuses des choses que tu acceptais. Et surtout, tu ne signales plus tes limites à l'avance. La personne en face n'a alors pas le sentiment de te perdre. Elle a le sentiment de marcher sur un sol qu'elle ne connaît plus. Ce n'est pas un rejet, c'est une surcharge cognitive. Maintenir une relation avec quelqu'un d'imprévisible demande une attention constante. Il faut observer, recalculer, tester. Cette dépense mentale n'est presque jamais assumée consciemment. Elle est simplement évitée. C'est pourquoi beaucoup de relations diminuent sans conflit. Le conflit supposerait encore une compréhension mutuelle. Là, il n'y a plus assez de stabilité pour argumenter. La distance devient une économie d'énergie. On interprète souvent cette distance comme une trahison affective. Mais elle est fonctionnelle. Les humains privilégient les environnements où leur modèle mental reste valide. Ils ne recherchent pas la vérité relationnelle. Ils recherchent la facilité prédictive. Tant que tu confirmes les attentes, tu es perçu comme fiable. Dès que tu confirmes seulement tes propres décisions, tu deviens opaque. Et l'opacité n'est pas agressive, elle est simplement coûteuse. Ce qui change alors n'est pas la valeur qu'on te donne, mais la charge mentale que tu représentes. Tu passes d'une présence automatique à une présence qui nécessite attention.
et beaucoup préfèrent l'automatique. Ainsi, la solitude ne commence pas quand les gens cessent de t'apprécier. Elle commence quand ils cessent de pouvoir fonctionner avec toi sans recalcul. Tu n'es plus intégré dans leurs habitudes comportementales. Tu redeviens une personne au lieu d'un rôle. La conséquence est paradoxale. Plus tu agis de façon cohérente avec toi-même, plus tu casses des routines sociales construites autour de ton ancien comportement. Ceux qui dépendaient de cette stabilité ressentent une perte, non pas de relation, mais de confort. Et le confort est souvent confondu avec l'attachement. À partir de ce moment, les interactions restantes changent de nature. Elles deviennent plus rares, mais plus directes, moins nombreuses, mais moins ambiguës. La relation cesse d'être un automatisme partagé pour devenir un choix ponctuel. Ce qui ressemble à un appauvrissement social est en réalité une filtration. Les liens basés sur l'habitude disparaissent en premier. Quand tu observes cela sans l'interpréter moralement, une nouvelle lecture apparaît. Certaines personnes n'étaient pas proches de toi. Elles étaient proches de la version de toi qui facilitait leur comportement. Elles ne te quittent pas. Elles quittent un modèle devenu inutilisable. Et la solitude prend un autre sens. Ce n'est plus un manque de relations, mais la disparition des relations automatiques. L'acceptation sociale n'est pas de l'affection. On associe naturellement présence et attachement. Plus quelqu'un reste proche, plus on suppose qu'il tient à nous. Mais dans la plupart des interactions quotidiennes, la proximité ne mesure pas l'affection. Elle mesure la compatibilité comportementale. Une relation stable ne signifie pas que deux personnes s'apprécient profondément. Elle signifie qu'elles n'ont pas besoin de s'ajuster constamment. Chacun sait quoi attendre de l'autre, et cette économie d'attention crée une impression de lien. Autrement dit, on reste moins avec ceux qu'on aime qu'avec ceux qui ne demandent pas d'effort mental. Quand tu étais parfaitement intégré à ton environnement social, les échanges étaient fluides. Pas nécessairement sincères, mais faciles. Tu réagissais au même code, tu riais au même moment, tu acceptais certaines choses sans y penser. Tu participais à une synchronisation invisible. Cette synchronisation donne une sensation de proximité, pas parce qu'elle révèle une profondeur commune, mais parce qu'elle évite les frictions. La plupart des groupes humains fonctionnent ainsi. Ils maintiennent une continuité émotionnelle légère. Rien de trop intense, rien de trop incertain. Le lien est maintenu non par la vérité, mais par la régularité. Lorsque tu changes intérieurement, tu ne romps pas l'affection, tu modifies le rythme. Tu mets plus de temps à répondre. Tu refuses certaines invitations sans compenser par des explications. Tu n'alimentes plus certaines conversations. Ce qui était automatique devient ponctuel. À ce moment précis, l'autre ressent une distance, mais il ne sait pas l'identifier. Il interprète alors avec les outils disponibles, la morale et l'émotion. Il conclut que tu es froid, distant ou moins intéressé. Pourtant, la réalité est mécanique. La synchronisation a disparu. L'acceptation sociale dépend de la continuité des signaux. Les individus n'évaluent pas en permanence la profondeur d'une relation. Ils vérifient seulement si les signaux habituels sont encore présents. Tant qu'ils le sont, la relation semble intacte. Dès qu'ils disparaissent, la relation paraît s'affaiblir, même si l'estime reste identique. C'est pourquoi certaines personnes te disent « tu as changé », alors que tu n'as fait que retirer des comportements automatiques. Elles ne décrivent pas ta personnalité, elles décrivent la perte de leurs repères. Une relation ordinaire est un accord implicite. Chacun maintient un minimum de prévisibilité pour réduire l'effort de l'autre. Ce pacte n'est pas formulé, mais il est attendu. Lorsqu'une personne cesse d'y participer, le lien cesse d'être confortable, et l'inconfort social est interprété comme un désintérêt. Ainsi, beaucoup de relations ne sont pas maintenues par l'affection, mais par l'habitude émotionnelle. On continue à voir quelqu'un parce qu'on sait comment être avec lui sans réfléchir. Ce n'est pas un attachement profond, c'est une stabilité partagée. Quand tu deviens plus cohérent intérieurement,
tu agis moins pour maintenir cette stabilité extérieure. Tu parles quand tu as quelque chose à dire, tu te tais sinon. Tu participes lorsque cela correspond à ton intention, pas pour préserver une ambiance. La relation change alors de nature. Elle n'est plus soutenue par le flux constant d'interaction, mais par la volonté réelle de contact. Certaines personnes restent, d'autres disparaissent. Ce tri ne révèle pas qui t'apprécie le plus, il révèle qui dépendait du rythme. Tu peux alors observer un phénomène précis. Les individus qui cherchaient surtout de la continuité émotionnelle s'éloignent progressivement. Ceux qui supportent l'intermittence restent, même si vous vous voyez moins. La fréquence baisse, mais la tension aussi. Moins d'échanges, moins d'ajustements. La relation cesse d'être entretenue pour exister. Elle existe parce que personne ne cherche à la maintenir artificiellement. À ce stade, la solitude n'est plus une absence de lien. C'est la fin des interactions nécessaires pour prouver le lien. Tu découvres que certaines proximités reposaient uniquement sur la répétition. Et lorsque la répétition s'arrête, rien ne s'effondre. Simplement, rien ne continue. La solitude apparaît donc non comme un vide relationnel, mais comme la disparition de la maintenance sociale permanente. Pourquoi l'indépendance crée de la distance ? On explique souvent la distance des autres par la jalousie ou l'incompréhension. C'est rarement la cause principale. La plupart du temps, la distance apparaît lorsque tu cesses d'avoir besoin du même rythme que les autres. Tu n'attends plus la réponse immédiate. Tu ne relances pas les silences. Tu ne cherches plus à combler les espaces vides. Ce changement paraît minime, mais il modifie l'équilibre entier d'une relation. Une interaction sociale repose sur une synchronisation implicite. Chacun confirme régulièrement à l'autre qu'il est encore engagé dans l'échange. Messages, réactions, signes d'attention, ce ne sont pas seulement des marques d'intérêt, ce sont des preuves de continuité. Quand tu n'en as plus besoin, tu brises la synchronisation. Ce n'est pas une rupture volontaire, c'est une modification de dépendance. Tant que deux personnes ont besoin de la même intensité relationnelle, la communication circule naturellement. Mais lorsque l'une devient plus autonome émotionnellement, elle réduit ses signaux. Elle parle quand c'est utile, pas pour maintenir la présence. L'autre perçoit alors un déséquilibre. Il doit fournir davantage d'initiative pour maintenir la même proximité. Cette asymétrie crée une sensation de distance, même si rien d'hostile ne s'est produit. La relation n'est plus auto-entretenue. Beaucoup interprètent cette situation moralement. Tu t'éloignes, tu n'es plus comme avant. En réalité, ce qui disparaît n'est pas l'intérêt, mais la nécessité mutuelle. Une relation intense repose souvent sur un besoin partagé d'interaction constante. Lorsque ce besoin diminue d'un côté, la structure se relâche. L'indépendance ne crée pas l'isolement par manque d'ouverture. Elle le crée par disparition de tension. Une relation active contient toujours une légère pression. Répondre, relancer, confirmer. Cette pression maintient la dynamique. Quand tu n'y participes plus automatiquement, l'autre doit décider consciemment de continuer. Beaucoup ne le font pas. Non parce qu'ils ne tiennent pas à toi, parce que l'effort devient visible. Les relations ordinaires fonctionnent comme des systèmes autostables. Chacun alimente sans y penser. L'indépendance transforme ce système en choix, et tout choix réduit la fréquence. Tu observes alors un phénomène précis. Certaines personnes ne te parlent plus spontanément, mais restent ouvertes lorsque tu les contactes. Elles ne fuient pas, elles n'initient plus. Elles attendaient un flux continu, pas une relation intermittente. L'indépendance rend les interactions ponctuelles, et beaucoup de liens n'existent que tant qu'ils sont continus. Ainsi, la distance n'est pas la preuve d'un rejet, c'est la conséquence de la disparition d'un rythme partagé. Lorsque tu n'as plus besoin d'échanger pour te sentir en lien,
l'échange devient optionnel. Et l'optionnel révèle ce qui reposait uniquement sur l'habitude. Ce qui reste n'est pas forcément plus affectueux, mais plus volontaire. La relation passe d'un mécanisme automatique à une interaction choisie. Ce changement réduit le nombre de contacts, mais augmente la clarté. Chaque interaction existe parce qu'elle a été décidée, non parce qu'elle devait remplir un silence. À ce stade, la solitude devient perceptible, non comme une perte de personne, mais comme la fin du bruit relationnel constant. Ce qui restait auparavant caché par la continuité apparaît. Beaucoup d'échanges servaient surtout à maintenir la sensation de présence. Quand la présence n'a plus besoin d'être prouvée, l'activité baisse. Et cette baisse est interprétée comme une distance, alors qu'elle est une simplification. Le vrai pouvoir de celui qui peut partir. Dans la plupart des relations, l'équilibre ne dépend pas de ce que chacun donne, mais de ce que chacun peut retirer. Celui qui ne peut pas se permettre de partir doit maintenir la relation active. Il explique, rassure, relance, évite les ruptures. Non par attachement uniquement, mais parce que la perte lui coûterait trop. L'autre n'a pas besoin d'en être conscient. La dynamique suffit. Quand tu deviens capable de rester sans interaction prolongée, quelque chose change immédiatement. Tu n'es plus obligé de réparer chaque tension. Tu peux laisser un silence exister sans le combler. Tu peux ne pas corriger chaque malentendu. Tu peux refuser sans compenser par une justification relationnelle. Ce n'est pas une stratégie, c'est la disparition d'une contrainte. Dans une relation ordinaire, beaucoup de comportements servent à empêcher l'éloignement. Plaisanter pour apaiser, expliquer pour éviter l'interprétation, accepter pour maintenir la fluidité. Ces ajustements ne sont pas toujours conscients, mais ils révèlent un point fixe, la peur de rupture. Quand cette peur diminue, les ajustements diminuent aussi. La relation devient alors plus stable, paradoxalement moins active. Les échanges ne servent plus à maintenir l'existence du lien, mais seulement à l'utiliser lorsqu'il est pertinent. Celui qui peut partir ne menace pas. Il n'a simplement plus besoin de prouver sa présence. Cette absence de preuve modifie la perception. L'autre ne peut plus s'appuyer sur des réactions garanties. Il doit considérer la relation comme conditionnelle, même si rien n'a été dit. La condition n'est pas formulée, mais elle est ressentie. On pense souvent que le pouvoir vient de la force d'affirmation. En réalité, il vient souvent de la capacité à ne pas insister, ne pas poursuivre une conversation inutile, ne pas défendre une image, ne pas maintenir un échange qui n'apporte rien. Chaque retrait réduit la dépendance visible. La plupart des interactions sociales reposent sur une continuité tacite. Chacun agit comme si l'autre resterait quoi qu'il arrive. Lorsque cette hypothèse disparaît, la relation devient plus attentive. Ce n'est pas la distance qui crée l'importance, c'est la possibilité réelle d'absence. Tu peux observer ce phénomène simplement. Plus tu expliques pour rester compris, plus la relation exige des explications. Plus tu maintiens la présence, plus elle est attendue. Lorsque tu cesses de compenser systématiquement, la fréquence baisse mais l'attention augmente. L'autre écoute davantage ce qui est dit parce que rien ne garantit que cela sera répété. Ainsi, la capacité de partir n'est pas un acte, c'est une structure. Elle ne s'exprime pas par des déclarations, mais par des comportements rares. Ne pas poursuivre, ne pas corriger immédiatement, laisser un désaccord exister sans urgence. Cette retenue rend la relation moins automatique. Ce qui est moins automatique devient plus conscient. La solitude associée à cette phase n'est pas un manque d'intérêt des autres, c'est la transition entre deux modes relationnels, l'un basé sur la continuité implicite, l'autre sur la présence volontaire. Pendant ce passage, beaucoup de contacts disparaissent parce qu'ils dépendaient uniquement de l'hypothèse que tu resterais actif. Lorsque cette hypothèse cesse, seules restent les interactions choisies.
La solitude comme test de cohérence interne. Lorsque les interactions diminuent, la première sensation n'est pas toujours le calme. C'est souvent une impression de vide. Non parce que rien n'existe, mais parce que beaucoup d'actions précédentes servaient à confirmer ton propre rôle social. Sans ces confirmations régulières, une question apparaît. Que reste-t-il lorsque personne ne réagit à ce que tu fais ? La plupart des comportements sociaux fonctionnent comme des miroirs. On parle, on partage, on explique en partie pour vérifier qu'on existe correctement aux yeux des autres. La réponse n'est pas seulement un échange, c'est une validation continue. Elle maintient une cohérence interne sans effort. Quand cette validation disparaît, la cohérence doit venir d'ailleurs. Beaucoup interprètent cette phase comme un manque relationnel. En réalité, c'est une redistribution. Ce qui était vérifié à l'extérieur doit maintenant être vérifié à l'intérieur. Décider sans retour immédiat, maintenir une opinion sans approbation, agir sans réaction visible. Ces situations révèlent rapidement si un choix était réellement tien ou seulement soutenu par l'environnement. La solitude agit alors comme un filtre, non sur les autres, mais sur tes propres décisions. Certaines positions tiennent même sans témoin, d'autres se dissolvent sans regard extérieur. Dans un contexte social dense, il est facile de confondre conviction et continuité. Tant que le groupe confirme, la position semble stable. Lorsqu'il n'y a plus de confirmation, la différence devient visible. Certaines attitudes étaient maintenues par habitude relationnelle, non par cohérence personnelle. La solitude n'impose pas un changement, elle rend les incohérences perceptibles. Tu remarques alors quels choix nécessitent d'être expliqués pour exister, et lesquels continuent naturellement sans justification. Ce contraste clarifie plus rapidement que n'importe quelle réflexion abstraite. C'est pourquoi beaucoup cherchent immédiatement à recréer du bruit relationnel. Messages, distractions, opinions échangées. Non pour communiquer, mais pour retrouver un appui externe. L'absence de réaction oblige à décider seul, et cette responsabilité produit une tension inhabituelle. Avec le temps, cette tension diminue. Les décisions cessent d'attendre un écho. La cohérence devient interne. Tu maintiens certaines lignes sans les rappeler à quelqu'un. Ce n'est pas un isolement volontaire, mais une stabilisation. Les interactions qui reviennent ensuite ne servent plus à vérifier tes choix, seulement à les partager. À ce stade, la solitude change de nature. Elle n'est plus l'écart entre toi et les autres. Elle devient l'écart entre tes décisions réelles et celles que tu soutenais pour rester intégré. Cet écart se réduit progressivement, car seules les positions supportables sans validation persistent. Tu ne choisis pas forcément différemment. Tu choisis avec moins de corrections externes. Conseil silencieux. Lorsque le silence autour de toi augmente, n'essaie pas immédiatement de le remplir. Observe plutôt quelles décisions restent stables sans être expliquées à personne. Certaines perdront naturellement leur importance, d'autres resteront sans effort. Ce qui reste sans effort indique rarement ce que tu préfères, mais ce que tu peux maintenir sans soutien extérieur. La solitude n'ajoute rien. Elle retire simplement les confirmations inutiles. Et ce retrait clarifie plus que n'importe quelle réponse. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.